Tribune Bonécha pour toutes vos opinions politiques, économiques, sociales et culturelles. Tribune Bonécha, une production de la rédaction sur RSF Bonécha FM tous les dimanches. Bonjour et bienvenue dans l'émission Tribune Bonécha. L'émission porte aujourd'hui sur ce changement important que le président burundais vient d'opérer, la mise en place d'un nouveau gouvernement, un premier ministre et deux nouveaux ministres, 4 femmes, dont la ministre de la Défense, Madame Chantal Nidjimbiri. Elle va commander des hommes en uniforme, dont des généraux. Pour la première fois dans l'histoire du Burundi, une femme à la tête de l'armée burundaise. Une nouvelle équipe dirigée par Nestor Ntahontuye qui bouge du ministère des Finances à la primature. Voilà, nous avons 4 invités. Quels sont vos commentaires, vos attentes, les priorités et vos suggestions? C'est dans cette émission Tribune Bonécha. Nous avons 4 invités, je l'ai dit. Le premier invité, Diomede Ninheretse, il est expert en leadership et management des organisations, docteur en sciences économiques. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Massengo, pour l'invitation. Jean Bosco Ndereimana, il est représentant légal de l'association ABBA. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Je vous remercie, mais aussi j'aimerais saluer Sindon Semasa. Merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu, monsieur Jean Bosco. Gabriel Banzawitonde, alias Tchengetos, bonjour. Vous êtes président du parti APDR. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, je vous salue. Je salue mes amis sur le plateau. Je salue les auditeurs et auditrices de la radio Bonécha FM. Et je vous remercie infiniment de votre invitation. Francis Hirohiro, représentant légal et président du parti FPI INESA. Il devrait être avec nous. Il est en route, nous l'attendons. Il va nous rejoindre au cours de l'émission Tribune Bonécha. Nous avons à la réalisation médiatrice Emeru Sabe, présentation Léon Massengo. Mise en onde, nous avons Toussaint Bizimana. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Bonécha FM 87.8 FM, Bonécha FM 102.4 FM. Et oui, l'émission c'est Tribune Bonécha. Nous allons parler de ce changement important. Le président Ndayishimiye qui change autour de lui toute l'équipe, un nouveau gouvernement dirigé par Nestor Ntahontuye. Je l'ai dit, il quitte le ministère des Finances et pour aller à la primature autour de lui, 2 nouveaux ministres et 2 nouveaux visages. Voilà, selon le porte-parole du gouvernement du Burundi, le secrétaire général d'État, Jérôme Niyonzima, l'équipe est mise en place dans le souci de mettre en avant les compétences techniques, selon ce qu'il nous a dit, et pour l'atteinte des objectifs de la vision 2040 et 2060, ainsi que, selon ce qu'il nous a dit, le respect des équilibres constitutionnels et de la diversité. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez l'impression que c'est ça? On commence par Jean Bosco. Le nouveau gouvernement a été mis en place et c'est un gouvernement, si vous allez voir ici, de différents partis prenantes dans notre pays, malgré qu'il y a aussi des continuités. Vous voyez que même les changements opérés à l'intérieur, surtout au niveau des femmes, vous voyez que nous avons des femmes qui étaient dans l'ancien gouvernement, mais aussi, si nous essayons de voir, nous voyons que les ministres, les 13, sont venus de différentes parties prenantes de l'action. Ici, nous disons cela parce que nous voyons qu'il y a même la société civile est là, mais aussi il y a ici des partis au pouvoir, ce qui ne nous a pas surpris, mais aussi il y a des personnalités ici de la classe
je dirais, indépendante. Ouais. D'accord, vous avez l'impression que c'est ça, monsieur Gabriel Banzawitonde, président du parti APDR? Premièrement, je profite de l'occasion de féliciter encore une fois le nouveau Premier ministre, mais aussi les membres du gouvernement, puisque pour nous, nous disons que nous sommes contents d'avoir un nouveau gouvernement, puisque vous savez que depuis le 31 juillet jusqu'à 4 août, le gouvernement était démissionnaire. Donc le Burundi a connu au moins presque une semaine sans gouvernement. Alors quand on a eu un nouveau gouvernement, c'est à féliciter. Mais aussi, c'est à féliciter le président de la République, puisque dans son discours, il disait chaque fois qu'il va choisir les technocrates pour le changement du pays. Alors, si on observe bien ceux qui ont été choisis, malgré que je dirais que c'est monopartisme, on peut dire que ils sont dans ce parti politique. On peut apprécier quand même que ce sont des gens que nous connaissons, qui sont capables à changer. Une fois, ils ne seront pas engloutis par le système, peut-être un système vicieux, mais sinon, ce sont des femmes et des hommes que nous voyons qui sont dignes et capables de servir au pays. Mais aussi, nous félicitons le président public le fait qu'il a diminué les ministères. Puisque ça nous donne que plus que le ministère est grand, plus que le ministre se sent vraiment autonome, se sent vraiment qu'il dirige un vaste ministère. Donc, il est capable d'utiliser tout moyen possible pour expérimenter ces talents. Ça ne peut pas être un peu trop lourd? Non, ce n'est pas trop lourd, puisqu'on a constaté que là où le ministère est plus grand, on a donné peut-être des permanents avec des directions générales différentes et pour aider. Mais dans ce cas, on dit que le ministre, dans ce cas, il se sent qu'il est autonome avec un grand ministère, donc il a une tâche qui lui est confiée à accomplir. Et pour nous, au parti APDR, nous disons que après les élections, nous voyons que les institutions sont mises en place, malgré qu'on n'a pas touché dans différents partis politiques, mais via les élections qu'on a trouvé que le parti au pouvoir a remporté avec un score presque 100%. On n'a pas plus de choses à dire, mais tout simplement le parti APDR, mais les autres partis vont accompagner le processus démocratique. Toutefois, à l'appel à ceux qu'on a nommés, bien aussi à ceux qui ont été élus, de toujours plaider pour le bien-être de la population, le bien-être de la nation. Vous n'auriez pas souhaité participer dans cette équipe, être représenté dans cette équipe gouvernementale? On n'a pas été consulté, mais nous dit que le parti APDR, aussitôt qu'une fois il sera consulté, nous sommes prêts à donner les candidats. Nous avons des candidats, nous avons des cadres, puisque le parti APDR n'aurait pas accepté le monopartisme total. Nous allons accompagner son processus. C'est pourquoi même nous profitons de l'occasion de lancer un appel vibrant qu'il faut songer aussi les technocrates dans d'autres partis politiques, puisque nous avons des candidats capables de contribuer pour le pays. Oui, M. Tchenguetos, quand vous parlez de technocrates dans la nouvelle équipe gouvernementale, vous pensez à qui? Tout le monde sont des technocrates. Vous les connaissez tous? Oui, nous connaissons tout le monde, les visages, nous les connaissons, mais aussi à travers les discours du président de la République. Mais aussi n'oubliez qu'avec que le président de la République va terminer son mandat en 2027. Alors, il a l'intérêt que dans ces 2 ans, son équipe lui aide fortement de relever l'économie nationale et de relever les équivoques qui peuvent lui empêcher de revenir en 2027. C'est ça l'espoir que dans ces 2 ans, on aura des miracles, on aura des changements visibles pour lui permettre quand même que même dans 2027, il peut être un candidat favori. C'est ça l'espoir que nous avons. Nous disons que cette équipe nouvelle va lui aider aussi à le soutenir pour que 2027, il n'y aura pas de entraves pour peut-être sa candidature. Oui, Diomède Ninherete, je l'ai dit, vous êtes expert en management des organisations, leadership, vous êtes aussi docteur en sciences économiques. Quand vous avez appris la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale, quel peut être votre commentaire par rapport à cette importante décision du président Ndayishimiye?
Moi, à la première occasion, je pensais qu'il y aura un gouvernement où on verra effectivement toutes les tendances, y compris les gens qui ont participé dans les élections de 2025 et la société civile. Mais à la première occasion, je constate personnellement que c'est un gouvernement ici d'un parti au pouvoir, le sein de FTD. Bon, ça, c'est le premier constat. Certes, il peut y avoir un ou deux, mais on voit qu'effectivement, c'est un gouvernement qui fait suite à un autre gouvernement qui existait. Et certes, même si on dit qu'ils sont des technocrates, ce sont des gens qui n'étaient pas nécessairement connus dans le monde économique, et beaucoup plus dans le monde politique, mais voilà, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est un gouvernement qui a été mis en place, bien évidemment, au moment où le Burundi se retrouve dans une crise économique presque endémique. Là, on va y arriver, peut-être. On va y arriver. Donc, et puis c'est trop tôt pour juger effectivement cette équipe gouvernementale pour dire qu'on peut avoir l'espoir. Surtout qu'effectivement, depuis on peut exprimer on a toujours vu qu'il peut y avoir une équipe technocrate, il peut y avoir une équipe bien expérimentée. S'il n'a pas une volonté politique pour aller au-delà, effectivement, l'équipe pourra toujours rester dans les mêmes conditions que l'autre équipe qui vient de partir. Mais pour le moment, c'est trop tôt pour faire une bonne appréciation objective par rapport à ce que nous pouvons espérer à moyen terme. Oui, vous parlez de l'implication des autres sensibilités politiques, mais les textes, la Constitution notamment, dit que pour participer au gouvernement, il faut avoir au moins 2%. Il n'y a pas eu un parti politique qui a eu même 1%. Je pense que les textes ont été respectés. Bon, moi je ne sais pas. De toute façon, si on devrait remonter à l'histoire du Burundi, dès qu'on avait effectivement mis dans la Constitution l'équilibre ethnique et l'équilibre régional, il y avait constaté qu'au Burundi, il y avait une certaine exclusion. C'est pour cela qu'à un certain moment, on avait même exigé les quotas ethniques, les quotas régionaux, le genre. C'était ça en fait parce que l'origine de crise, c'était une exclusion. Alors pendant la campagne électorale, même après la campagne électorale, nous avons constaté que certains partis politiques se lamentaient qu'il y a eu des fraudes. Là, on n'est pas là peut-être pour le dire, mais on veut dire que le président de la République a l'obligation morale. Dans le droit, on dit que la morale est plus exigeante que le droit. Qui a guidé la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale, vous pensez? Oui, oui. Vous savez que son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a dit qu'il va choisir des hommes qu'il faut dans des places. Alors, vous voyez que pour le nouveau gouvernement, par exemple, si je donne un exemple, il y a Lydia Sekera au niveau de la jeunesse, des sports. Elle est connue. Elle a été présidente de la Fédération du football du Burundi, de la Seno. Il y en a d'autres. Ici, si on parle du ministre de la fonction publique, c'est en général pour la police. Il n'est pas directement du sein de FDD du parti. Et si on parle du ministre de la Justice, il est de la société civile. Alors, d'autres ministres sont là, mais aussi il y a le ministre là, Alain, est un expert en économie. Il paraît, oui. Oui. J'ai déjà suivi ses interventions. Je pense que son Excellence lui a choisi parce qu'il le connaît. Je pense aussi qu'il va relever l'économie du pays. C'est ça qu'on a besoin. Alors, qu'il patiente. Je pense que c'est lui qui a la capacité, son Excellence ou d'autres personnalités, même ses ministres, vont les proposer. Parce que ce n'est pas le président de la République qui va tout faire. Mais aussi, il y a aussi, comme Diomède ici, demain ou après-demain, avoir sa capacité. Nous aussi, nous suivons ses interventions. Si son Excellence le choisit, c'est pas ce qu'il a entendu, ou deux, il sait qu'il est capable. Alors, nous, au niveau de l'action burundaise, il n'est pas encore sociopolitique et économique de l'Afrique, nous avons besoin des gens dans des places, oui, mais qu'ils aient changé quelque chose. Pas des personnes
qui vont s'asseoir là. Nous avons connu ce genre de gens qui viennent des partis politiques parce qu'ils sont des partis politiques, mais qui n'ont rien fait. Et voilà où nous en sommes. Maintenant, nous pensons que son Excellence a bien choisi. Attendons, donnez-le le temps, mais aussi nous allons voir s'ils sont capables. Ils sont capables de mener des missions qui vont développer notre pays pour 2040-2060. Alors, Monsieur Jean Bosco, on a vu pour la première fois dans l'histoire du Burundi une femme qui va commander des généraux, qui va commander des hommes en uniforme. C'est pour la première fois, je l'ai dit, dans l'histoire du Burundi, Madame Chantal Nijimbere, qui quitte le ministère du Commerce au ministère de la Défense nationale. Et à vous signaler aussi qu'elle n'est pas descendante d'FTD. C'est une guide de scout. Ouais, c'est vrai. Vous avez déjà vu Chantal habillée en uniforme du parti. Non. Et aussi, c'est pas aussi la seule femme au niveau du monde. La France, nous voyons ça. Le ministre de la Défense est une femme. Alors pourquoi pas chez nous? Ce que nous voulons voir, c'est est-ce qu'elle est capable. Elle ne va pas commander les généraux. Lui, il va mettre en application la vision du gouvernement. 2040. Le commandant des généraux, le commandant de l'armée est là. Et le commandant suprême, c'est son Excellence, Monsieur le Président de la République. Elle va lire le droit. Elle va lire les lois pour que l'armée reste unie, mais aussi que l'armée bénéficie des avantages, mais aussi de leurs droits, pour que les forces de l'ordre restent dans les activités, dans même, je dirais même dans les casernes. Parce que si elle veut aller commander l'armée, elle ne va pas le faire au niveau des généraux, mais elle est bureaucrate. Elle va travailler pour que l'armée ou bien les militaires soient à l'aise dans leurs activités. Alors, le gouvernement passe de 15 ministres à 13. Votre commentaire? C'est une bonne stratégie? Pour notre pays, heureusement que Banzaviton l'a déjà dit. Il va répondre à la question. Je pense que il y a des ministères qui sont devenus très costauds. Nous pensons qu'on va manier au niveau des secrétaires permanents. Il y a des ministères qui vont en avoir 2 pour que ça ne freine pas vraiment l'allure des ministères. Parce qu'avoir 13 ministres, c'est réalisant des lourdes tâches. D'accord. Alors, Monsieur Gabriel Banzawiton, le président du parti APDF, le gouvernement passe de 15 ministres à 13 ministres. Vous pensez que c'est une bonne stratégie? D'abord, je commence à corriger ce que vous avez dit que pour entrer au gouvernement, ça demande 2% aux élections, mais ce n'est pas vrai. Quand on a changé, avec la Constitution 2018, on a tout changé. Tout simplement, article 128 stipule que le gouvernement comprend le Premier ministre et autres ministres. Il est ouvert à toutes les composantes ethniques et il comprend plus de 60% Hutu et plus de 40%. Et c'est le minimum 30% de femmes. Pas d'autre chose. Auparavant, dans la Constitution 2005, on devrait avoir 5%. C'était ça. Ça demande 2% pour entrer au Parlement. Auparavant, c'était 5% pour entrer au gouvernement, mais on a changé ça. Et on a donné liberté à celui qui a gagné de constituer le gouvernement tel qu'il veut. Alors, donc là aussi, les textes ont été respectés. Oui. Et alors, concernant les 13 ministères, comme j'ai dit, d'abord, c'est l'avantage puisque chaque ministère déjà est autonome. De comprendre qu'il a un grand ministère, donc il a le pouvoir le plus étendu d'exercer pour l'intérêt du pays. Mais aussi, avec un système de décentralisation, découpage administratif, vous savez que c'est facile que dans toutes les provinces et communes, on a là tous ces ministères déjà.
puisque au Burundi, entre petites ou chaque province, la politique de décentralisation sera un peu autonome. Vous entendrez bien avec tous les ministères, on est là tout simplement pour piloter des programmes et les programmes qui seront mis en application au niveau des provinces. Donc avec tous les ministères, pour nous, il n'y a pas de problème, mais aussi avec ces 13 ministres que je vois, vraiment ce sont des ministres qui ont des casiers judiciaires vierges. Dans les noms de 13 ministres, personne qu'on peut dire qu'il a des antécédents. Personne vraiment qui a des antécédents mauvais. Tout le monde vraiment je vois que ce sont des gens qui ont vraiment des casiers judiciaires vierges avec des expériences requises. Alors nous entendons, comme j'ai commencé à dire, si le système il le laisse libre, le laisse autonome, le donne le plein pouvoir pour exercer ce ministre vraiment vont donner des bons fruits au pays. Comme je vous ai dit aussi, n'oubliez pas qu'il devrait y avoir une mission spéciale puisque le président actuel a devant 2 ans. Alors dans 2 ans, il faut que ce ministre lui aide pour qu'il y aura un bilan positif en 2027. Pour briguer, mais aussi pour sortir honorifiquement. C'est ça. Donc dans 2 ans, ces ministres ont une tâche lourde de faire un miracle à notre président actuel pour que s'il va briguer 2e mandat avec des bilans positifs, mais aussi qu'il va sortir avec tête haute de grandes réalisations. Gabriel, pourquoi vous parlez de miracle? Parce que ça semble impossible. Oui, c'est des miracles, puisque en 2027, la PDR aussi va se présenter. On ne sait pas s'il va gagner. En démocratie, quand il y a des élections, chacun a l'intention de gagner les élections. Alors nous aussi, nous serons aux élections 2027. C'est-à-dire que c'est lui qui va gagner. Ce n'est pas le miracle, puisque nous aussi, nous sommes à la course pour... Alors vous attendez un miracle pour les 2 ans qui restent. Oui. Il vient de passer 3 ans. Quelle est l'évaluation que vous faites de ces 3 dernières années? Le président de la République a fait, mais comme il a... Les 5 ans, pardon. Oui, les 5 ans. C'est 5 ans. Le président de la République a essayé et a fait et fait toujours. Mais comme il dit chaque fois, il y a un système vicieux qui lui dérange. Il y a un système qui est déjà... Et pendant 5 ans, vous ne pouvez pas changer le système. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons la liste des ministres. Et il y a déjà qui ne portent pas même les tenues du parti. C'est l'espoir. C'est l'espoir. Il y a peut-être 2 ou 3 ou 4 même ministres qui ne portaient pas les tenues du parti. Vous savez que la bine ne fait pas le moine. Souvent. Je dis que le système il reste libre, mais avec le président de la République qu'il a choisi, il donne qu'il va redonner les instructions. Mais aussi, ce n'est pas le dernier poste. C'est pourquoi nous aussi, les partis APDR, mais les autres partis, nous sommes... Et qui détient la dernière signature, c'est qui? C'est le chef suprême. C'est pourquoi aussi nous plaidons pour lui, de voir aussi les technocrates dans d'autres partis politiques. Vous priez peut-être. Nous y prions le président de la République, jusqu'au 25 juin. Pour qu'il fasse quoi? Il nous a donné l'espoir qu'il va voir même dans d'autres partis politiques, sans considérer les voix que nous avons eues. Alors nous lui demandons aussi de tourner les yeux, de voir dans d'autres partis politiques. Nous avons des technocrates, le parti qui s'est présenté dans 5 provinces, ce n'est pas un parti moindre, alors pour que aussi nous lui donner des candidats, afin aussi de le soutenir. Puisque nous voulons que le système soit ouvert à tout le monde, afin que ce système qui, je dirais, qui engloutit le pays, on puisse quand même dénouer un peu de lui sauver, pour que ces 2 ans, on aura un résultat positif, afin qu'en 2027, il va dire, voilà ce que j'ai fait, dira mon septembre. Mais M. Gabriel, les résultats du 5 juin ont montré que vous ne pouvez pas beaucoup inquiéter le parti au pouvoir. La volonté du peuple. Oui. C'est la volonté du peuple, puisque les élections 2025, les élections de 2025 nous a donné quand même
la tension énorme pour se préparer en 2027 et en d'autres directions. Donc nous serons mal. Peut-être que ce qui ont caractérisé 2025, là où on a manqué peut-être les mandataires pour surveiller bien, on va augmenter en fait que nous aurons les mandataires dans tous les bureaux de vote pour que rien ne nous échappe. Alors, Diomède, vous êtes expert en management des organisations, leadership, votre commentaire par rapport au fait que le gouvernement passe de 15 ministres à 13 ministres, et c'est un bon choix, une bonne stratégie pour réussir? Ah oui, oui, par rapport à la volonté du président effectivement de réduire les ministères de 15 à 13, c'est une bonne chose parce que c'est-à-dire que le président actuellement est conscient du problème des ressources. Par ailleurs, ça ne vaut pas la peine de pouvoir augmenter les postes ministériels au moment où vous n'avez pas des ressources suffisantes et un cahier de charge qui n'est pas clair. Voilà, ça c'est une bonne chose et je crois effectivement c'est aussi ça cadre bien avec la volonté du président de pouvoir aussi réduire les provinces de 18 à 5 et les communes de 119 à 42, y compris les départements dans les communes. De ce point de vue-là, je crois que c'est une bonne chose, mais ce qui est important, ce n'est pas même de réduire beaucoup plus, ce qui est important, c'est de voir le cahier de charge de chaque ministère. Dans l'introduction, vous disiez que vous êtes très content de voir que le poste, par exemple, du ministre de la Défense est occupé par une femme, que c'est une bonne chose. J'ai vu que beaucoup de gens étaient en train de parler du casier judiciaire vierge. Là, on n'est pas dans les poursuites judiciaires. On a fait une enquête de moralité. Personne. On n'a pas fait même une enquête de moralité pour voir qui est condamnable, qui n'est pas condamnable. Ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce que cette équipe-là va faire. Et maintenant, je crois que maintenant, ça fait un bon moment qu'on commence à penser les civils qui pilotent l'armée. Donc, en tant que ministre, je dois vous dire que le poste du ministre de la Défense, par exemple, c'est un poste stratégique, surtout dans un pays comme le Burundi, qui effectivement est dans la région de l'East Africa Community. Je pense que de plus en plus, dans l'avenir, je me dis que cette femme-là dont vous faites référence, qui va diriger l'armée, des généraux, des hommes en uniforme. Je crois que de plus en plus, il faut que le président de la République tire beaucoup plus d'attention sur cette question. Parce que je me dis qu'il faut vraiment, pour moi, je me dis que pour occuper le poste du ministre de la Défense, il faut avoir une grande formation dans ce sens. Parce qu'il ne suffit pas d'aller, comme l'autre Bosco disait, qu'il faut appliquer qu'il faut aller voir les lois. Qu'elle va signer. Je crois que le ministre de la Défense a une grande responsabilité, beaucoup plus dans le sens d'orientation, parce qu'il pilote d'une manière stratégique l'équipe de l'armée, de l'armée. Donc, je me dis de l'avenir qu'il faut réellement tenir compte de cette dimension-là et de ne pas négliger ce poste de responsabilité. Parce que je me dis que nous devons être à mesure et de faire la compétition avec d'autres pays. Vous voyez un pays peut, pendant ce moment-là, un pays peut attaquer un autre pays. Alors il faut qu'il y ait un ministre de la Défense qui est plus stratégique. La situation sécuritaire, sécuritaire, tout cela. Si on analyse même la mission d'un ministre de la Défense, on voit que c'est un grand poste de responsabilité. Je ne sais pas si, effectivement, madame la ministre, qui était la ministre du Commerce, elle va pouvoir y arriver. Voilà, le ministre doit élaborer, mettre en œuvre la politique nationale de défense. Un ministre doit superviser l'organisation, l'équipement, la formation des forces armées. Un ministre doit gérer les ressources, le budget. Un ministre doit s'assurer que la sécurité est bonne et doit aussi faire le partenariat avec d'autres pays. Donc un ministre de la Défense, c'est quelqu'un qui doit avoir réellement, pour moi, c'est mon point de vue personnel, d'avoir une certaine information dans ce sens. Et je me dis qu'il y a beaucoup de femmes qui sont capables de le faire. Nous avons des femmes générales qui peuvent occuper cette poste de responsabilité. Et je crois que de plus en plus, on commence à négliger ce poste de responsabilité, alors que c'est vraiment un grand poste. Voilà, moi, je ne dis pas qu'il ne sera pas capable, mais d'emblée, je présume qu'on commence à ne pas beaucoup plus considérer cette tâche très lourde et qui, le Burundi, doit pouvoir essayer de tout son possible pour effectivement qu'il y ait effectivement les bonnes personnes, il y a des gens compétents pour occuper les postes de responsabilité. Voilà, quant au ministre, vous disiez qu'il y a d'autres ministres et qu'il faut faire une analyse analytique par rapport au profil. Je me dis que c'est encore trop tôt, mais il faut comprendre qu'effectivement le ministre de la Défense, le ministre plutôt de
des Finances travaille déjà à la présidence. Donc je crois que il est nouveau, mais il a travaillé sur le bureau stratégique du président. Je crois que peut-être le président a vu... il a une expérience assez intéressante et utile pour... Il est trop tôt de dire comme ça, parce que Monsieur Van Zawiton disait qu'il faut que le système change, que le problème c'est le système. Non, il ne faut pas dire comme ça en tant que politicien. Moi, je me dis que le système ne doit pas trop changer. Parce que... Non, je n'ai pas dit que le système change. Je dis qu'il faut que le système reste libre. Le laisser libre. On ne va jamais, le système ne va jamais rester libre. Le président de la République, y compris les ministres. C'est le président de la République qui doit améliorer le système. Ce n'est pas au système d'avoir la clémence de laisser le président de la République. Il ne faut pas penser dans ce sens quand vous êtes un chef d'un parti politique. Vous avez l'idée générale, c'est d'arriver au pouvoir et compétitionner avec le CNDD-FDD. Alors quand vous dites qu'il faut le laisser libre, ce n'est pas un enfant colès, c'est un président de la République qui a tous les moyens. Qui a tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Les gens lui ont donné les moyens, le responsabiliser. Il doit être à mesure de changer le système. Donc voilà ce qu'il faut comprendre dans le leadership. Il faut que la vision du président, effectivement, puisse être claire et que le système, s'il y a déjà qui le freine, comme Van Zawiton le dit, il faut le changer ce système. Voilà, c'est tout ce que je dois dire par rapport à votre question. Diomède a peut-être raison parce que hier, à la tête du ministère de la Défense, il y avait un civil. C'était un homme, aujourd'hui c'est encore un civil et une femme. Je pense qu'il a raison en tenant compte du coup dans le pays, dans la région. Bien sûr, il y a la paix, comme l'a dit Jean Bosco. Alors, nous allons avancer vers le contexte actuel sur le plan économique et sur le plan politique, comment les choses se porte, il y a la vie chère, il y a pénurie de carburant, il y a manque de devises, il y a tellement de préoccupations des citoyens qui n'ont pas trouvé de solution. Est-ce que vous pensez, M. Jean Bosco, que la nouvelle équipe aura des facilités à répondre aux préoccupations des citoyens? D'abord, si on revient un peu en arrière, depuis 2015, nous voyons que le ministère de la Défense est occupé par des civils. Oui. Et le pays reste calme. Il y a des techniciens au niveau de ce ministère. Il y a le chef d'état-major, c'est un militaire. Il y a des conseillers du président de la République, ce sont des militaires au niveau de la sécurité. Il y a des conseillers au niveau de la police. Ce qui fait que notre pays reste calme et en paix. Le reste, le ministre, elle ne fait que mettre en application ce que les experts ou bien les conseillers ont planifié. Là, je n'ai pas d'inquiétude que ce soit une femme ou que ce soit un civil. Alors, moi, je dois quand même dire quelque chose. Avant, il faut quand même que cette analyse, on puisse quand même faire une certaine lecture. Un ministre, ce n'est pas quelqu'un qui exécute les ordres de la présidence. C'est quelqu'un qui participe dans la stratégie. Et pour participer de la stratégie, il faut avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir contribuer. On n'est pas là pour la mise en œuvre. Un ministre est là pour représenter le président de la République et c'est le premier interlocuteur au niveau interne, même au niveau externe. Ce n'est pas les conseillers qu'on va demander les questions du ministère. Certes, le conseiller pourra appuyer le ministre ou la ministre, mais il ne faut pas négliger le poste d'un ministère et dire qu'il y aura des gens qui vont travailler pour lui ou pour elle. Il ne faut pas avoir cette mauvaise habitude de dire oh, ok, il y aura des gens qui vont travailler pour elle, pour lui. Je veux dire, c'est pas mauvais que le civil occupe un poste de responsabilité, mais il faut encore une fois qu'il y ait une certaine expérience, une certaine connaissance. Je ne juge pas qu'il ne sera pas capable, mais je veux que les gens qui nous comprennent, qui nous écoutent, puissent comprendre qu'un ministre, indépendamment de ce ministre-là, de la Défense, même tous les autres ministres, le ministère des Finances, de la Justice, et il faut qu'il soit capable d'interpréter les textes et de pouvoir orienter l'action de différents départements. Voilà, c'est dans ce sens que je veux dire. C'est pas qu'elle laisse pas. C'est l'émission qui vont. Alors, je voudrais clarifier un peu ici. On n'est pas en train de dire que la ministre Chantal Ndjimbélé, que je connais très bien, qui est compétente, n'est pas capable de diriger
ce ministère, on n'est pas encore, on est en train d'échanger, surtout sur l'aspect que vous l'avez dit, Jean Bosco, il faut des hommes qu'il faut, ou des femmes qu'il faut à la place et qu'il faut. C'est ça. Et sinon, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à Madame la ministre. Oui. Alors, nous allons avancer vers... Oui, si on revient sur votre question, nous savons le contexte. Le Premier ministre, M. Nestor Naounouye, vous savez qu'il était ministre des Finances. Oui. Il connaît vraiment les atouts et les faiblesses de l'économie burundaise. Alors, s'il devient Premier ministre, nous pensons qu'il va tout planifier pour accomplir ses missions, pour relever les défis qui étaient là, mais aussi relever l'économie de notre pays. Et nous pensons qu'il sait déjà que le pays, le Burundi, selon son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a élevé un pays développé, émergent en 2040, mais aussi développé en 2060. Alors, ça c'est la première mission qu'il a, le Premier ministre. Toute l'équipe nous attendons comment ils vont faire pour relever notre pays. Alors, attendons qu'ils commencent le travail, mais aussi nous allons les évaluer. Si c'est dans 6 mois ou une année, nous verrons où notre pays sera dans une année et va commencer à dire non, nous voyons qu'il y a tel ministère. Quelle est l'évaluation que vous faites de 2020 à 2025, il y a 5 ans? Il ne reste que 2 ans. L'évaluation, vous savez que... a eu peur de faire l'évaluation. Il faut qu'il attende 2030, peut-être qu'il sera honorable en 2030 parce qu'il a vu ses faiblesses. Oui. Mais aujourd'hui, il faut que quand même, c'est un citoyen burundais. Si son Excellence le choisit pour un poste, c'est bon. Mais les de 2020 à 2025, si les ministres nommés en 2020 étaient capables, ils resteraient là. Mais comme il y a des changements, c'est que son Excellence a vu les faiblesses de certains. Il faut rechercher d'autres forces. Oui. Et voilà qu'il a changé le gouvernement en 2022. Brièvement, quels sont les défis auxquels va faire face cette nouvelle équipe? Surtout son Excellence le Premier ministre. Il faut que vraiment il redresse l'économie pour que le peuple burundais puisse vaquer normalement cette activité. Nous avons un problème ici de déplacement, mais ce n'est pas parce que ceux qui étaient là ne voyaient pas ça. Peut-être que le problème est ailleurs, mais il faut que le Premier ministre prenne des décisions, comme Gabriel l'a dit, c'est en civil. Nous allons voir comment il va faire pour que nous arrivons en 2040. Pour ces 5 ans, quel est le problème qui vous a beaucoup marqué, vous? Nous accompagnons l'équipe gouvernementale parce que, vous savez, ce que nous faisons, c'est pas si les médias nous allons, non, quand même, nous n'applaudissons pas. Nous allons... vous accompagne. Non, oui, en accompagnant, il faut aller montrer ce qui ne va pas et qu'on puisse échanger. Et nous avons toujours fait ça. Et nous voyons qu'il y a des changements, mais aussi nous espérons que le pays sera développé en 2060. D'accord. Il y a des problèmes de pénurie du carburant, de pénurie de devises. Qu'est-ce que vous alliez apporter comme solution à ces problèmes? Le non-respect des prix officiels. Mais c'est vague, dans ce cas, vous me donnez le poste du Premier ministre. Si vous me donnez le carburant... Ce qui n'est pas impossible non plus, parce que demain... Mais ce qui est important pour moi, en tant qu'un homme politique, en tant qu'un homme visionnaire, le Burundi a besoin d'un changement sur tous les plans nationaux, quel que soit politique, quel que soit économique, quel que soit socio-culturel. Dans ce cas, il y a ce qu'on a produit, ce qu'on a dit, c'est facile à réaliser.
Pourquoi? Puisque le Burundi, comme j'ai dit, le Burundi, comme même le président de la République a dit, il y a la corruption généralisée. Il faut lutter contre la corruption. Il faut tracer la bonne gouvernance. Quand on parle de la bonne gouvernance, c'est le respect de la loi. C'est le respect de la loi. Dernièrement, vous avez entendu qu'on a embarqué les commissionnaires pour aller les emprisonner à Bwambarangwe. Est-ce qu'il y a une loi qui dit qu'on peut appréhender quelqu'un pour l'emporter à Bwambarangwe? Tout le monde a besoin de ce genre de choses. La bonne gouvernance. Vous parlez de la justice. C'est des choses seulement. On a besoin de leadership très fort, centré sur la bonne gouvernance. Quand on a un leadership très fort, comme on est en train d'apprécier le gouvernement, alors il faut appliquer la bonne gouvernance, centré sur la loi. Quand on parle de la loi, c'est respecté. Aujourd'hui, il y a la cour de compte, il y a l'inspection de l'État, il y a la cour anticorruption. Si aujourd'hui on analyse les actions, elles ne sont pas visibles. Mais la corruption est généralisée. Il y a aussi les projets mi-parcours qu'on a abandonnés. Les gens au ministère commencent les travaux, commencent un projet vraiment énorme. Arrivé au milieu, on abandonne. Vous êtes des journalistes, je peux vous donner un exemple typique. Allez visiter à la rivière Gikoma, à Charama, il y a un barrage d'irrigation qui est là. On a commencé vraiment énormément avec des ciments, avec des fer à béton. Mais on a abandonné. On peut demander, nous sommes à quel point où on commence les projets, abandonnés au milieu. Mais on ne condamne pas cet ingénieur qui a budgétisé et qui abandonne. Mais si on fait des sondages, par exemple, on peut trouver que dans les documents, on a fait réception de ce programme, de ce projet. Donc, dans l'ensemble, on a besoin d'un leadership très fort, centré sur la bonne gouvernance, qui est caractérisée par l'esprit de la loi. Dans ce cas, chacun doit s'aligner. Chacun doit s'aligner dans sa responsabilité. Mais aujourd'hui, vous trouverez qu'il y a, on dit qu'il y a chacun téléphone, chacun s'ingère, chacun obtient des marchés vagabonds. Comment on va se développer? C'est très difficile. Mais aussi, sans toutefois oublier que on devrait aussi coopérer avec le monde entier. Il ne faut pas qu'on nous généralise tout le monde, ce sont des colons, ce sont des impérialistes. Non. Non, il faut coopérer avec les agences internationales, avec le monde entier, pour que le pays se développe. Ici, nous avons des pays qui ont des carburants. Même aussi au Congo, tout près de nous, le carburant passe ici. Mais si on fait des sondages aux gens, aux exploiteurs du carburant, on peut vous dire là où il y a un problème pour dénouer ça. C'est pourquoi alors on a besoin de cette tête haute pour orienter. Où est le problème pour le carburant? Le problème, on dit que ce sont des devises, mais les devises se trouvent au monde entier, sont remplies. Mais le PMM qui se trouve à la Berbe, le président de la République ne cesse de dire qu'il y a des gens qui ont saccagé la Berbe. Donc on peut s'imaginer quelqu'un qui arrive jusqu'à saccager les coffres forts du Berbe pour aller à Dubaï, saccager les biens, sans toutefois amener les produits ici. C'est triste réalité. Monsieur Gabriel, même le matin, je pense que c'est à votre émission. On a attendu les gens peut-être à Makamba qui ont vendu le café jusqu'à maintenant toute une année sans toutefois le pays. Imaginez un produit vraiment exportateur, mais celui qui a cultivé, on ne donne pas même son sommet. Vous entendrez où est-ce que nous voulons arriver. Nous voulons des devises alors que les cultivateurs n'ont pas les dividendes de ce qu'ils produisent. Oui, M. Gabriel, un message à la nouvelle équipe gouvernementale. Il faut connaître là où le Burundi est aujourd'hui, en fait de relever, en fait que demain on commence à vivre bien, on commence à vivre. Moi, si je n'aurais pas un poste, mais que le Burundi a un climat d'affaires favorable, je peux vivre. Mais s'il n'y a pas un climat, pour arriver ici même à votre studio, j'ai dépensé énormément pour prendre les taxis, puisqu'on m'a dit qu'un demi-litre, un litre et demi, c'est 35 000. Imaginez s'approvisionner 3 litres pour arriver au studio de Bonesha, c'est très difficile. Malheureusement, on ne peut pas vous rembourser, nous. Oui, c'est ça. Oui. C'est pourquoi nous voulons que cette équipe connaisse bel et bien là où le Burundi est et là où le Burundi va arriver. Mais aussi, toutefois, oublier un clin d'œil dans le livre Vision, préambule, discuter pour arriver à la vision finale. Il faut qu'on a un climat d'affaires favorable, mais
La politique est aussi stable. Quand on parle de la politique, la stabilité politique. Quand on commence à ignorer les gens, on commence à exclure les gens, et les gens commencent à crier. Comment on va dire que... En Kirundi, on dit que nous sommes là-bas comme Indou. Dans ce cas, le Burundi nous appartient. Puisque le Burundi a connu le malheur à cause de l'exclusion. Quand on parle d'exclusion, il y a exclusion ethnique, exclusion régionale, exclusion genre, exclusion politique. Alors avec le multipartisme, on ne peut pas dire que tous les technocrates se trouvent dans un même parti politique. C'est pourquoi aussi, il faut qu'en tant que le président de la République, que le chef suprême, commence aussi à associer les autres pour des différentes imaginez APD. Sensibilités. Moi, en tant que président d'un parti politique. Nous n'avons que 13 ministères, M. Gabriel. Non. Est-ce que je dis la fois passée, j'étais au votre micro. Les 111 députés, pourquoi on ne les invite pas ici au plateau? Mais on m'invite. C'est-à-dire que je suis en faisant d'opinion. En faisant d'opinion, c'est une personne aussi qui a des choses à contribuer. Pourquoi tous les ministres ne sont pas ici? Mais je suis ici. C'est-à-dire que j'ai à contribuer. Alors, en visionnaire, alors que le chef suprême considère tout savoir, est-ce que je peux toucher pour aussi qu'il m'aide? J'ai des idées à contribuer. Espérons que le président est en train de nous écouter et qu'il va vous appeler. Nous avons 6 000 organisations de la société civile. Ici, on est à combien? Vous avez, je n'ai pas vu votre candidature au niveau de... Sur le bulletin de vote se trouve combien de sociétés civiles? Mais c'est nous qui avons payé les frais à la Berbe. On a payé des cautions. Ce n'était pas pour rien. C'est que nous avons à contribuer. Alors, celui qui veut construire pour même faciliter ses ministres, si on lit bien le décret portant organisation du 2 août 2025, portant nouvelle structure gouvernementale, dans les tâches du ministre de l'Intérieur, il y a type de partis politiques. Alors, si on parle déjà de partis politiques, c'est-à-dire nous avons à contribuer. Au lieu que nous crions, au lieu que nous disons ça, il faut nous associer pour dire que vous avez à contribuer, il faut venir. C'est ça ce que je peux lancer quand même, pour les aider aussi à survivre. Sinon, demain, après-demain, si on entre totalement dans le monopartisme, avec l'expérience qu'on a eu dans les années passées, je pense qu'il n'arrive pas nulle part. On peut quand même se sauver 2, 3 ans, mais 5 ans, il faut voir que le monopartisme ne sert à rien. D'accord, M. Gabriel. On va donner la parole à Diomède, je l'ai dit, expert en management des organisations, leadership. Alors, une nouvelle équipe avec de nombreux défis. Vous les voyez, ces défis, quelles pourraient être les solutions? Alors, les défis sont très nombreux. D'abord, le gouvernement actuel doit pouvoir rétablir la confiance dans l'action gouvernementale. Parce que ça fait un bon moment où effectivement les gens pensent qu'un gouvernement corrompu, un gouvernement qui n'est pas capable de créer la richesse. Donc il faut effectivement que la nouvelle équipe puisse effectivement rétablir la confiance pour qu'on commence encore une fois à espérer. Là, je l'ai dit, le secrétaire général a dit qu'ils avaient tenu compte des compétences techniques. Un problème répétitif qui est trop lent depuis l'inflation qui est généralisée à plus de 30%. Et quand on parle de l'inflation, c'est-à-dire c'est retirer le pouvoir d'achat de la population à concurrence de 30%. Chaque Burundais aujourd'hui perd 30% de son revenu sur base de cette inflation. On voit un gouvernement qui a toujours fonctionné avec un déficit de plus de 20%. Créer un déficit veut dire s'endetter. S'endetter veut dire payer la charge de la dette. Et avec le temps, la dette intérieure et extérieure, faut qu'il n'y ait pas un développement. C'est un gouvernement qui vient avec des défis, bien évidemment, des commerçants, spéculateurs, en complicité avec certaines autorités politiques, notamment avec l'entretien du marché parallèle des devises. C'est un gouvernement qui vient avec beaucoup de difficultés et qui doit absolument être à mesure de les relever en donnant
en donnant l'espoir aux gens. Voilà. Et là, je parle, il faut qu'il y ait vraiment des réformes dans ce sens. C'est vraiment un gouvernement qui va avoir beaucoup de difficultés, parce que surtout que ça approche aussi les élections de 2027. Tout cela, le gouvernement devra montrer qu'il est capable de fédérer même ce que M. Banzawiton disait, associer les autres partenaires, la participation. Pour qu'il n'y ait pas beaucoup de grogne dans ce sens. Je ne suis pas d'accord qu'on doit absolument intégrer nécessairement la PDR ou une organisation de la société civile. Je crois qu'il y a des gens qui sont là, qui peuvent travailler, mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a beaucoup de forces vives qui voudraient bien travailler dans ce pays. C'est un gouvernement qui doit assurer la cohérence gouvernementale et surtout essayer de décentraliser. Parce qu'avec l'ancien gouvernement, on a vu le marché public géré d'une manière décentralisée, plutôt centralisée, et que les gens, la participation publique n'a pas eu lieu. Voilà, il y a beaucoup de défis, peut-être qu'on n'a pas le temps pour développer tous ces points-là, mais c'est un gouvernement qui a beaucoup de défis, et surtout la création et la gestion, et surtout la répartition des ressources. On ne veut pas voir des commerçants qui s'enrichissent et la population qui s'appauvrit davantage. La pauvreté est devenue endémique. C'est vraiment une crise. C'est un gouvernement pour moi qui devrait comprendre qu'il doit quitter la logique de crise, mais au lieu aller dans la logique de développement, dans la logique de création de richesse. Voilà. Alors, on a vu des prix officiels qui ont été fixés pour certains produits et qui n'ont jamais été respectés. Quel est votre commentaire par rapport à ça? Moi, j'ai toujours dit que le respect des prix fixés par l'État ne va jamais se voir. Si les ressources sont rares, les gens pourront toujours spéculer qui ont été prises, y compris prises par le ministre de l'Intérieur à l'époque, du commerce aussi, et ça n'a jamais été respecté. Pourquoi? Parce qu'il y a le déséquilibre entre l'offre et la demande. Un produit rare est toujours cher. Un produit rare fait l'objet de spéculation. Mais ce qui est aussi officiel doit être respecté, Diomède. Est-ce que ce n'est pas que l'administration a été absente? Il y a cette faiblesse de l'institution, il y a cette faiblesse du leadership et dont faisait allusion M. Banzawiton, le président de PDR. Donc moi je me dis qu'il ne faut pas se concentrer beaucoup plus sur les prix, il faut se concentrer beaucoup plus sur la création de richesse. Bien évidemment, dans mon introduction, je disais qu'il y a une grande spéculation des commerçants en complicité avec certaines autorités politiques. Certaines autorités politiques doivent abandonner le travail du commerce pour permettre aux commerçants et pour permettre cette transparence que nous faisons allusion. Aujourd'hui, alors, moi, dire que ce gouvernement sera à mesure de faire respecter les prix si effectivement à côté on va à litre de carburant à 7 000 et qu'on continue à dire aux gens fixer le carburant à 4 000, effectivement le respect des prix ne va pas se réaliser. Moi je me dis le gouvernement doit être réaliste, effectivement à gérer convenablement d'abord les devises qui existent. Pourquoi on continue toujours à entretenir le marché parallèle? Il suffit d'aller au Rwanda, il n'y a pas un marché parallèle du simple double. Il suffit d'aller en Tanzanie, il suffit d'aller ici au Kenya. Donc c'est une maladie pour le Burundi. Le gouvernement actuel alors devra encore une fois un message en un mot, le gouvernement doit être capable de créer la richesse, doit être capable de gérer cette richesse et répartir la richesse tout en respectant la loi. Alors, Jean Bosco, un message à la nouvelle équipe gouvernementale. D'abord, nous avons besoin des gens qui travaillent. Nous les avons déjà, le gouvernement est là. Oui, nous leur demandons à travailler pour le peuple, pas pour s'enrichir. Nous pensons que c'est ce qu'a voulu même le président de la République, avoir les figures que nous voyons qui forment la nouvelle équipe. Alors, nous voulons vraiment que ces femmes et hommes puissent changer, et c'est toute la mentalité, pour travailler, œuvrer pour la population. C'est ce que nous attendons de ce gouvernement. Mais dire que il y a des gens qui sont visibles, qui travaillent beaucoup, qui veulent développer le pays, changer les choses, là, nous ne sommes pas au paradis. Alors, il faut que la terre ne sera jamais le ciel. Il faut que les gens
son Excellence a choisi, lui aide à accomplir la mission pour amener vraiment notre pays au développement. Nous, au sein de notre organisation, oui, nous avons besoin que le pays soit stable économiquement, politiquement et même sur le plan sécuritaire. Oui, ça c'est le carrière à. Alors, il faut qu'on arrête à se vanter, moi je peux faire ceci, cela. Il faut contribuer, il faut donner nos contributions et accompagner la nouvelle équipe pour voir qu'en une année ou en 2 ans, ce que nous voulons, c'est que le peuple burundais puisse être vraiment calme et que nous... Jean Bosco, oui, merci beaucoup. Gabriel, vous avez un message particulier à donner un message à ce gouvernement? Oui, un message simple. Les Burundais qui ont voté le monopartisme en 96,50 ont besoin de récompenses. Au moins pour accomplir la base de la pyramide de Maslow. C'est ça ce que je peux dire à la nouvelle équipe. Et aussi de prendre au sérieux. Vous voulez dire qu'il faut qu'ils soient redevables? Oui, la population qui a besoin des solutions à leurs préoccupations. Comme on nous a dit. Comme on nous a dit que la population a voté en 96,50. Cette population a besoin de récompenses. Au moins, cette équipe doit aider au moins à subventionner la base de pyramide de Maslow, qui au moins les besoins de quoi? De se nourrir, de se loger, de se vêtir, de se faire soigner, d'étudier. Au moins, des engrais. Faire peut-être d'autres estimes et tout ça, mais au moins vraiment, cette base devrait être vraiment au moins accomplie, puisque la population aujourd'hui souffre. Alors, cette équipe, il faut qu'elle soit redevable vraiment de cette population qui a eu la volonté de voter le monopartisme jusqu'à atteindre une fois dans l'histoire du Burundi. En 96,50. Parce que depuis 2005, on n'avait pas eu un parti qui gagne plus de 69%. Alors d'avoir une 96,5%, c'est-à-dire que la population a besoin d'un soupir. Alors cette équipe devrait tenir compte de cette population qui a eu la volonté et qui a manifesté vraiment, je dirais, inaperçu à ce genre de vote. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, M. Gabriel Banzawiton, le président du parti APDR. Et moi, je voudrais clôturer cette émission par ces citations. C'est la citation de Chinua Achebe, c'est un romancier nigérian. Il dit ceci: une démocratie robuste et fonctionnelle a besoin d'un électorat sain, éduqué et participatif, et d'un leadership éduqué et respectueux de la morale. C'est Chinua Achebe qui le dit. Et voilà Platon qui dit ceci: si la démocratie se vaut au nombre, si c'est le nombre qui décide ce qui est vrai, alors elle n'est pas le meilleur des régimes. C'est Platon qui le dit. Voilà, c'était l'émission Tribune Bonécha. Nous disons merci beaucoup à Jean Bosco Ndereimana, représentant légal de l'association ABA, de la société civile. Merci beaucoup d'avoir participé dans l'émission Tribune Bonécha. Merci pour vos contributions. Merci beaucoup de nous avoir invités et même à la prochaine. Selon là, si vous allez chercher comment nous puissions contribuer. Merci beaucoup pour votre participation. Gabriel Banzawiton, le président du parti APDR, merci beaucoup d'avoir participé dans l'émission Tribune Bonécha et nous vous souhaitons bonne chance pour les prochaines fonctions que vous allez avoir. Merci beaucoup et je dis amen. Et je félicite encore la nouvelle équipe gouvernementale. Et surtout au président. Tout en vous souhaitant un beau succès, mais aussi à son excellence de la République. Et aussi d'avoir qui va vous associer. Il va nous associer et nous lui promettons que vraiment nous allons faire tout le moyen possible pour nous soutenir fortement. Merci beaucoup d'avoir participé dans l'émission Tribune Bonécha. Merci beaucoup Diomède Ninheretse. Vous êtes expert en leadership et management des organisations. Vous êtes docteur en sciences économiques. Et merci pour vos contributions dans l'émission Tribune Bonécha.
Merci pour l'invitation, merci pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Et je dis merci beaucoup, bien sûr, à tous les auditeurs de l'émission Tribune Bonécha, réalisation médiatrice Emile Savé, mise en onde de Toussaint Bizimana, à la présentation de l'émission Tribune Bonécha, Léon Massengo. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bon dimanche pour vous.